À 18 ans, Étienne de la Boétie écrit le discours sur la servitude volontaire. Dans ce discours, il s'interroge sur les raisons pour lesquelles un peuple en supériorité numérique peut vivre sous le joug d'un tyran, et il conclut que le peuple, en fait, accepte, consent au pouvoir de ce tyran. Mais la résolution de ce paradoxe vient en fait de l'économie, de problèmes comme le problème du prisonnier et de la coordination. Se rebeller contre un tyran demande une grande coordination. C'est quelque chose qui ne représente pas de risque si la masse le fait, mais qui représente un risque individuel. Cette coordination, dans l'histoire, elle est rare. On la voit par exemple dans la Révolution chantante des pays baltes, ou bien sûr à la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, dans la société, ces mécanismes de coordination sont limités. Il existe les contrats, mais qui peuvent être onéreux et ne représentent que quelques parties. Il y a les entreprises, mais qui ont des structures assez rigides. Et il y a enfin des structures plus grandes, comme les gouvernements, mais qui ne sont pas volontaires. Depuis maintenant presque 10 ans, il existe une nouvelle méthode de coordination volontaire et à grande échelle. Je parle de la blockchain. C'est une technologie qui a été introduite par Bitcoin en 2008-2009 et qui permet de réaliser de la monnaie. Et la monnaie, c'est un outil de coordination extrêmement important. Mais on peut faire un peu plus que de la monnaie. C'est-à-dire que cette technologie de coordination permet aux gens de faire aussi des contrats. On voit des plateformes de contrats intelligents comme Ethereum voir le jour, ou même de s'organiser à grande échelle. M'intéressant personnellement particulièrement à cet aspect de coordination sociale, à l'idée de construire des blockchains, pas seulement pour la monnaie, mais aussi pour ces projets de coordination, je me lance dans un projet avec ma femme du nom de Tezos. Et donc Tezos est une blockchain, une plateforme de contrats intelligents qui va devoir permettre cette coordination à grande échelle. Au début, c'est un projet de hobby, mais il prend de l'ampleur. Et devant un gain d'intérêt dans la communauté, nous décidons de le lancer en faisant une levée de fonds à travers une fondation suisse, une technique classique à l'époque pour de nombreuses crypto-monnaies. Cette fondation a le but d'assurer la bonne utilisation des fonds pour qu'ils puissent servir la recherche et soutenir le projet dans sa recherche, dans son développement. Nous espérions à l'époque lever peut-être 20 millions de dollars, et la levée est phénoménale. La levée à l'époque est de 230 millions de dollars. Et malheureusement, tout va mal. Il y avait 3 directeurs qui étaient censés se porter garant de la bonne utilisation des fonds, mais l'un d'entre eux prend le contrôle de la fondation et refuse d'utiliser les fonds selon les directives initiales. Pour asseoir son pouvoir, il s'associe à une paire de journalistes qui, par impéritie, par malveillance ou par calcul, s'en font le porte-parole. S'ensuivent 6 procès en action en recours collective, s'ensuivent des dizaines et des dizaines d'articles dans la presse. On décrit le projet comme mort. Un article récent dans Wired raconte cette histoire et comment nous avons pu nous en sommes sortir. Parce que, au final, ce qui a pu sauver le projet, ce sont les programmeurs qui ont continué à travailler sans arrêt, et c'est la communauté des 30 000 contributeurs qui avaient participé à cette levée de fonds qui finissent par faire tomber cet homme. Parmi les leçons qu'on peut tirer de cette expérience, il y en a une sur les critiques. Il y a énormément de critiques qui ont beaucoup de vitriol dans le domaine des blockchains. Et en particulier, une de leurs critiques porte sur l'adoption. Ils regardent ces technologies et disent « mais regardez, peu de gens les utilisent, ça n'est que du buzz ». Et une idée reçue qu'ils utilisent serait l'idée selon laquelle les nouvelles technologies doivent être adoptées de plus en plus rapidement. Il est inéluctable que chaque nouvelle vague de technologie va devenir de plus en plus rapide. Et c'est une erreur, à mon avis. Donc cet argument, en général, est fait en disant « regardez, l'adoption du téléphone portable était beaucoup plus rapide que l'adoption du téléphone, du smartphone plus rapide que du téléphone portable et plus rapide que l'ordinateur ». Mais il y a des différences ici. L'adoption de l'ordinateur est un changement de paradigme profond. Quand l'ordinateur arrive dans le salon, les gens ne savent pas quoi en faire, il faut programmer, c'est bizarre, c'est quelque chose de nouveau qui prend beaucoup de temps. En revanche,
le téléphone portable, c'est très simple à comprendre. J'ai un téléphone, il a un fil. Maintenant, j'ai un téléphone, il n'y a pas de fil. C'est très, très simple. Donc, l'adoption est naturellement beaucoup plus rapide. Ces blockchains, ces nouvelles méthodes de coordination existent pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est donc un changement de paradigme profond qui va mettre du temps à être adopté. Alors, il est vrai que ces critiques font aussi réponse à des optimistes un peu béats qui voient dans la blockchain la solution pour tout. Et donc, le sophisme que certaines de ces optimistes utilisent est de dire, eh bien, la blockchain peut résoudre des problèmes, c'est vrai. J'ai un problème et je pourrais potentiellement utiliser une blockchain comme une partie de la solution, c'est possible. Donc, la blockchain va résoudre le problème, et c'est ça évidemment le sophisme. Alors, je vais donner un exemple ici que j'ai inventé. Malheureusement, c'est la loi de Poe, ça existe probablement. Comment sauver les tortues avec la blockchain ? Eh bien voilà, les tortues mangent des sacs plastiques, mais attention, la blockchain permet la traçabilité de ces jetons et des monnaies. Mettons donc les sacs plastiques sur la blockchain, comme ça permettra de sauver les tortues. Ça ne marche pas, ce ne sont pas des idées qui sont suffisamment solides ou formalisées. Et donc, on m'a demandé de parler dans cette session sur The New Leader. Alors, qu'est-ce que c'est que le New Leader? Eh bien, ce ne sont ni les critiques qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui critiquent une technologie qui est naissante, sans en voir le potentiel, sans en voir le futur et la recherche, mais ce n'est pas non plus les optimistes BA qui vont vanter la blockchain, la mettre à toutes les sauces, sans expliquer concrètement comment elle va s'appliquer. Le New Leader, ce sont ceux qui bâtissent. Ce sont les communautés qui se forment autour de ces projets et qui, ensemble, arrivent à construire ces projets et à les faire aller de l'avant. Merci.